Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et dans le face-à-face aujourd'hui, André Berkov reçoit Jean-Pierre Jouyet, haut fonctionnaire et auteur de ce nouveau livre « Est-ce bien nécessaire, monsieur le ministre ?» C'est publié chez Albin Michel. Alors Jean-Pierre Jouyet, au fond, vous avez connu et travaillé sous 4 présidents de la République. Oui. C'est bien ça, hein. Oui. Et à des postes non négligeables. Je rappelle que vous avez été pendant 3 ans secrétaire général à l'Élysée, que vous n'avez pas été ministre. Si, également. Vous avez été ministre. Oui. Et voilà, des exactement. Affaires européennes. Voilà, des affaires européennes. Et vous publiez ce livre, qui est un livre assez passionnant. J'allais dire, et ce n'est pas du tout une pique parce qu'il ne dit pas, il est passionnant parce que vous dites vous-même, et vous commencez d'ailleurs, et vous vous battez la coulpe, Jean-Pierre Jouyet. Vous avez commencé vraiment, c'est pas le bourgeois de Calais, vous ne revêtez pas votre air avec votre discipline, mais quand même vous dites, attendez, on a essayé de faire des choses. Et franchement, je vous connais assez pour savoir que s'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Jean-Pierre Jouyet, c'est son intégrité et sa sincérité et sa compétence. Mais vous dites vous-même, justement, et c'est d'autant plus intéressant, que je dirais presque, j'exagère à peine, Simon Bolivar disait, vous savez, à la fin de sa vie, j'ai labouré la mer. Est-ce que c'est un peu ça qu'on a l'impression devant ce système? Parce que tout votre livre, c'est absolument... vraiment, je dirais passionnant et en même temps préoccupant, c'est que vous dites oui, on essaie de faire des choses. Oui, il y a des gens qui sont au pouvoir. Bon, vous parlez aussi de la consanguinité, vous parlez du milieu. Mais au fond, la machine est tellement forte que c'est très difficile. Oui, c'est que la machine est très forte et comme vous le savez, elle l'a toujours été. C'est-à-dire que nous sommes dans un État très centralisé. Nous sommes dans un État qui se prononce sur tous les sujets et qui veut intervenir dans tous les domaines. Et nous allons, dans notre État, de la réponse aux questions d'actualité, ce que vous avez cité comme exemple en ce qui concerne le fait qu'on ne peut pas renvoyer les locataires qui ne payent pas. C'est pas nouveau, ça existe depuis un certain temps, mais enfin, c'est un problème pour tous nos concitoyens quand même. Hein. Et donc, on comprend qu'après, ils se demandent ce que fait l'État. Et enfin, ça, c'est un modèle qui, à mon avis, existe depuis très longtemps et où on a conservé certaines traditions d'ancien régime encore aujourd'hui. C'est-à-dire que tout remonte au monarque républicain. Voilà, et vous dites monarque républicain, effectivement, et c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire qu'on se dit, au fond, et je vous assure, quand on vous lit, on s'est dit, voilà, mais au fond, on peut rien faire, ou presque, mais c'est vrai, parce que vous avez toujours des gens qui arrivent au pouvoir, puis après tout... on va pas leur faire des procès d'intention. Je vais changer ceci, je vais changer cela. Alors justement, je voudrais que vous nous expliquiez, Jean-Pierre Jouyet, parce que c'est ça, que les gens arrivent... je ne sais pas si l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais eux, ils sont des bonnes intentions. Et puis, la machine administrative est là, vous la connaissez, vous êtes énarque, vous êtes inspecteur des finances, etc. Et vous dites, oui, écoutez, les ministres passent, et puis l'administration reste. Est-ce que c'est pas quelque part un problème, je dirais presque mental plutôt qu'autre chose, enfin mental. Vous voyez, je veux dire, un problème, voilà, on l'a pris, comme vous dites, depuis longtemps, c'est pas nouveau. Et puis, écoutez, tout ça continue, pour le moment ça va, après moi le déluge. Est-ce qu'il n'y a pas de ça, quand même ? Il y a 2 phénomènes. Il ne faut pas mettre tout sur l'administration. Les politiques ont aussi beaucoup de responsabilités. Parce que ce que je dis également dans le livre, c'est que vous avez beaucoup d'annonces. Et que ces annonces ne sont pas, par la suite, forcément appliquées ou appliquées en temps. Je prends un exemple. Oui. Vous avez eu plus de 10 lois sur l'immigration. Regardez où nous en sommes aujourd'hui et sur les procédures de renvoi et tout. Je ne reviens pas sur l'actualité et tout. Bon, et tous les présidents et tout ont dit qu'il fallait véritablement changer nos règles. Donc, il y a des effets d'annonce politiques qui ne sont pas suivis.
Deuxième point où vous avez raison, c'est que avec le quinquennat, il faut véritablement aller plus vite, et vous avez des changements de gouvernement, des changements de ministres, ce qui fait qu'à chaque fois qu'un nouveau ministre arrive et tout, il dit je vais réformer cela. Je vous prends ce qui se passe aujourd'hui sur l'éducation nationale, ça s'est pas fait avant, on a déjà eu 2 ministres de l'éducation nationale. Bon. Et après, l'administration se demande, elle, où elle va et ce qu'on va lui mettre comme réforme. Donc, il y a vraiment un partage de responsabilités entre les politiques qui ne suivent pas toujours l'application des réformes, les politiques qui font beaucoup d'effets d'annonces de manches et moins concrets. Et troisièmement, aujourd'hui, on le voit dans un contexte international et économique qui est difficile, vous avez également des revirements politiques, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qui a été annoncé. Vous regardez le nucléaire, de 2017 à 2021, on a fermé des centrales, on n'a pas réparé de réacteurs et tout, et maintenant, ça devient une priorité. Ça, c'est politique, c'est pas l'administration qui en est responsable. Après, là où vous avez raison, c'est que l'administration, ensuite, sur tout ce qui est application des lois, normes, instructions circulaires, peut parfois en rajouter ou même prendre des dispositions qui ne sont pas toujours prévues dans les lois. Oui, vous en parlez d'ailleurs beaucoup de cette France normée, et normée jusqu'à l'os, et normée jusqu'à la moelle. Mais deux choses, alors justement, vous avez côtoyé les politiques, vous avez été plus... Vous n'avez pas été, justement, et vous, non seulement vous avez côtoyé, vous avez travaillé avec eux de façon très proche, Jean-Pierre Jouyet. Mais deux choses. D'abord, vous dites, les politiques, ils annoncent. Est-ce que les politiques ne sont pas, encore une fois, pas généralisé, mais quand même, et la loi est ne penser qu'à la prochaine élection. Vous savez, c'était Churchill qui disait, un homme d'État pense aux futures générations, la politique pense à sa prochaine réélection. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ce côté des politiques où on dit, allez, on va faire des annonces parce que ça va faire bien ce que vous disiez, mais d'un autre côté, vous pouvez en parler dans votre livre, hein, je prends tous ces exemples, c'est très intéressant quand vous dites, les administrations disent, oui, mais allez, vous allez faire un budget parce qu'il faut notre budget à nous, à l'administration, elle soit en hausse. Alors vous allez nous faire un bon petit rapport de façon à ce qu'on dise aux politiques, allez, haussez-nous un peu, hein, parce que regardez, on fait un travail formidable, mais on a besoin d'effectifs, mais on a besoin de ceci, de cela. Est-ce qu'il n'y a pas cette espèce de double ambition ou de double désir d'un côté des politiques en disant, attendez, il faut que je flatte mes électeurs, l'écologie, au moment du nucléaire, hein, c'était parfait. Et d'un autre côté, l'administration qui dit, oui, mais nous, on est là, faut quand même aller, essayons un peu d'améliorer un peu le quotidien. Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que, et pour les politiques, et pour les différentes administrations, vous avez, et c'est en cela que vous n'avez pas de changement et que vous restez avec un État très puissant et avec des dépenses de fonctionnement qui sont considérables, parce que en France sont considérés comme les deux leviers de pouvoir, les effectifs. Donc, les ministères estiment qu'ils n'en ont jamais assez. Plus on a des effectifs, plus c'est mieux. Mieux c'est en termes de pouvoir. Et effectivement, les crédits. Parce que, et ça je l'ai vécu, lorsque vous perdez des crédits ou que lorsque vous réduisez vos effectifs, vous vous retrouvez avec vos subordonnés et tout, et dit, mais vous n'avez pas défendu votre administration, monsieur Jouyet. Et puis, les ministres qui ne le font pas se retrouvent eux aussi, on dit, bah écoutez, vous voyez bien, vous n'avez pas d'augmentation de crédit, vous n'avez pas d'augmentation d'effectifs et tout, à quoi, en gros, vous servez? Vous ne défendez pas votre administration. Mais alors justement, c'est très... Jean-Pierre Jouyet, vous avez été effectivement dans ces deux mondes, enfin vous l'êtes, et au fond, dans cette, je dis pas dans cette lutte, mais dans cette espèce de course d'obstacles, qui a le plus, très franchement, qui a le plus d'influence? Les politiques ou les administrations?
C'est difficile à dire. Pour moi, ce sont quand même les politiques qui ont quand même le plus d'influence. Et ça dépend des politiques. C'est-à-dire que quand vous avez des grands responsables politiques et des hommes politiques et des femmes politiques fortes, là, vous avez des réformes qui se font et qui sont suivies. Ça dépend beaucoup. Et puis après, dans l'administration, il y a il y a une séparation trop grande entre l'administration centrale dont j'ai fait partie et les administrations qui se trouvent sur le terrain. Et là, vous avez peu de liens entre les deux, donc là il y a une responsabilité également administrative. C'est très très important ça, excusez. Pour ça, vous soulignez vraiment les mots MAUX et vous mettez les mots MOTS dessus. On va en parler juste après cette petite pause, toujours avec Jean-Pierre Jouyet. À tout de suite. Et avec vous surtout au 0826 300 300 sur Facebook et sur YouTube. À tout de suite sur Sud Radio. Et avec Jean-Pierre Jouyet, est-ce bien nécessaire, monsieur le ministre ? Ça vient de paraître chez Albin Michel, et c'est un tableau absolument, je ne dirais pas effrayant, mais c'est un tableau très lucide sur ce mal français qu'on a dénoncé depuis longtemps. Mais ce qui est intéressant dans le livre de Jean-Pierre Jouyet, c'est que lui, il l'a vécu, et d'ailleurs, il reconnaît et sa part de responsabilité comme tout le monde dans cela. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on se dit, à un moment donné, vraiment, et vous l'avez esquissé, Jean-Pierre Jouyet, c'est que c'est une question aussi de courage et de volonté. Vous disiez que quand il y a un vrai homme d'État, en tout cas un vrai politique, il va l'imposer. Mais quand il dit oui, mais je vais flatter ceci ou cela, et vous ne parlez pas dans votre livre, moi je vais vous dire un exemple qui m'a, et moi, beaucoup de gens ont été absolument frappés, quand même, faut en parler. Une chose, on dit, bon, on a une administration, elle est en principe compétente, elle est là pour conseiller, pour agir, pour appliquer. Et voilà-t-il pas qu'il y a encore 1 an ou 2 ans, est apparu les Einstein du Conseil McKinsey. Et on a dit, attention, nos concessionnaires, ça va, mais il faut quand même un peu hausser le niveau. Et nous avons vu McKinsey s'intégrer dans presque toutes les politiques de la République, du Covid à l'Ukraine. Mais on va vous conseiller. Alors Jean-Pierre Jouyet, moi je vous pose la question. Où nos fonctionnaires, ou en tout cas la haute fonction publique, ça manque un peu de compétences, alors peut-être qu'on peut pratiquer, alors je sais que c'est difficile, à peut-être quelques épurations, ou en tout cas quelques diminutions, ou alors, pourquoi McKinsey ? Vraiment, j'avais envie d'avoir votre avis sur la question. Vous allez l'avoir, et ce que je pense, c'est que les fonctionnaires, en ce qui concerne les conseils et les audits, sont en France compétents. Et ça, j'ai pu le voir parce que j'ai eu des responsabilités européennes et tout, et par rapport à d'autres administrations... Nous n'avons pas à rougir. On n'a pas à rougir par rapport à l'administration britannique ou par rapport à l'administration allemande, pour être très clair avec vous. Et ce que je trouve anormal, c'est que par exemple, on dise qu'on supprime l'inspection des finances et qu'on fasse appel partout à McKinsey, ce qui coûte beaucoup plus cher, alors que l'inspection des finances date du début du 19e siècle, après l'Empire, et on avait créé ça justement pour qu'il y ait des audits sur tout ce qui n'allait pas au niveau de l'État. Et c'est la création, c'est pour ça que ça a été fait. Et donc c'est pas lié à l'ENA, contrairement à ce qu'on croit à l'inspection des finances. C'est un corps d'audit qui existe au niveau de l'État et qui était fait pour voir ce qui n'allait pas, ce qui coûtait trop cher, ce qui devait être fait à moyen et à long terme. Dans le livre, comme vous l'avez vu, en annexe, je cite un rapport que j'avais fait avec Boris Lévy sur tout ce qui était, parce que c'était pas pris en compte par les administrations immatérielles. Bon, on n'a pas eu besoin de McKinsey, on n'a pas besoin de McKinsey. Que lorsque j'ai vu on faisait appel au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire même au niveau de l'Élysée à McKinsey, ça ne s'était jamais fait auparavant. C'est la première fois.
Ah, c'est la première fois. Et je n'ai, je veux dire, vous voyez, c'est pas, j'en ai pas après les conseils privés et tout ça. Non, mais enfin, on n'utilise pas non plus les compétences que l'on a dans l'administration et où vous avez également, vous l'avez souligné, on ne, admettons qu'on dise voilà, on va utiliser McKinsey et tout, on ne suit pas toujours les rationalisations qui seraient nécessaires dans l'administration. Oui, on dit bon bah si c'est pas compétent, on va supprimer des postes et tout ça. Or on ne le fait pas. Parce que on ne veut pas non plus avoir d'ennui avec les syndicats de la fonction publique. En fait, on ne veut avoir d'ennui avec personne. Oui. Voilà, et le quoi qu'il en coûte, ça ne fait rien. Et comme disait quelqu'un que nous connaissons bien tous les deux, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Oui. Donc voilà. Et alors justement, mais au fond de vous parlez du nucléaire, vous parlez effectivement. Et pourquoi? Pour satisfaire les écologistes, vous le dites dans votre livre. Ouais. On a dit on va arrêter Fessenheim, alors que Fessenheim, ça pouvait marcher encore bien sûr. Hein. Voilà. Et ceci effectivement fait quoi? Est-ce qu'au fond, c'est une question de manque de courage, Jean-Pierre Jouyet? C'est quoi? C'est quoi qui fait que de ce que vous décrivez, qui existe depuis des décennies, sinon des siècles, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y a pas des gens qui secouent le cocotier, comme on dit? Eh bien, il y a deux éléments. Premier, ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a il y a des féodalités politiques et administratives qui sont très importantes. Je veux dire, le ministère des Finances, d'où je viens, est une puissance quand même considérable. Les autres ministères ne peuvent rien faire sans. C'est Bercy qui décide, quoi. Exactement. Et en tout cas, qui paye qui suit quand même ce qui vous est donné. 2, vous avez tout ce qui est l'intérieur en termes de sécurité, des choses comme ça. 3, vous avez bien sûr tout ce qui est le Quai d'Orsay, qui est également une féodalité très très importante. Et vous avez bien sûr tout ce qui est défense, tout ça. Bon, ben, c'est 4 ou 5 grands ministères, on n'y touche pas et ils dominent les autres, si vous voulez. Et deuxièmement, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours le courage qui est voulu pour s'attaquer à tout cela et pour réformer à fond. Parce que pour faire cela, il faut qu'on ait le courage d'abandonner un certain nombre de compétences au niveau central et de les décentraliser au niveau local. Alors le Jacobin Jouyet est-il devenu Girondin ? Le Jacobin, et j'ai évolué sur ce point, vous avez tout à fait raison, je n'étais pas comme ça il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, mais je suis effectivement devenu girondin. Et je considère, par exemple, sur la santé, sur l'éducation, vous avez tellement de compétences entre l'État, les régions, les départements et tout ça, que les Français ne savent plus à qui s'adresser quand il y a une école qui marche pas, quand on ne prend pas leur enfant, quand vous avez des accidents et tout ça, et qu'on vous dit, voilà, les urgences, ça ferme à 18h30, vous allez maintenant, pour un traumatisme crânien, vous faire hospitaliser à 70 km. Bon, c'est pareil, on demande aux collectivités, aux départements et tout ça de financer, mais ils n'ont pas de pouvoir sur les directions hospitalières ou sur les directions d'enseignement. Et ça, je considère que c'est tout à fait anormal aujourd'hui. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on le sait, vous le savez, vous le dites, et encore une fois, je repose la question, enfin, elle est lancinante. C'est-à-dire, on le sait, et puis ça ne bouge pas. Les autorités régionales de santé, vous en parlez dans votre livre, c'est quand même quelque chose d'hallucinant. Il y a 33%, je ne sais pas, c'est 30% du corps médical qui est autorité régionale de santé. Oui, ce qui me frappe, il avait fallu réorganiser le système de santé, et les autorités régionales de santé ont plutôt bien fonctionné durant le Covid. Mais enfin, vous regardez, c'est des dépenses de fonctionnement en plus
par rapport à l'administration hospitalière, et vous avez donc des fonctionnaires hospitaliers ou autres qui, au lieu d'être opérationnels, contrôlent ce qui se fait dans les systèmes de santé et dans les hôpitaux ou dans les centres de handicap, et parfois plus ou moins bien. Et deuxièmement, ils recrutent des médecins pour surveiller l'action des médecins sur le terrain, alors que nous avons des déserts médicaux, et principalement dans les zones rurales. Bon, bah là, il y a quand même un vrai sujet. Et on fait quoi ? Et alors, on manque de médecins. Mais alors, Jean-Pierre Jouyet, on fait quoi ? Eh bien, mais comme vous avez créé, mais là, c'est un très bon exemple. Comme vous avez créé de nouvelles structures, comme vous avez une nouvelle féodalité avec les directions régionales de santé, les agences régionales de santé, on se dit pas, bah tiens, on va modifier ce que l'on a créé il y a 3 ans ou 4 ans. On va rester là-dessus. On va rester là-dessus, et puis voilà, on va pas bouger. On va reparler à tout ça. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Faut-il un pilote dans l'avion ? Juste après cette petite pause. Oui, avec Jean-Pierre Jouyet, avec vous aussi, au 0826 300 300, on prend tous vos appels. À tout de suite sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 14h avec Jean-Pierre Jouyet aujourd'hui, qui vient nous présenter son livre « Est-ce bien nécessaire, Monsieur le Ministre ?» C'est aux éditions Albin Michel. Alors Jean-Pierre Jouyet, on parlait effectivement hors antenne, mais aussi sur antenne, et c'est dans votre livre, c'est-à-dire on se dit, mais au fond... c'est-à-dire, si je suis entrepreneur à la Elon Musk, je fais exprès de prendre les enjeux. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ce mais foutez-moi à la porte tous ces gens-là, ou au moins, je vais être vulgaire comme peut l'être un businessman américain, mais il va dire, et je ne dis pas qu'il faut prendre un exemple, mais il y a une administration qui a fait cet État. Et comme vous le dites, enfin, il y a eu pendant des siècles, cet État français, il faut là aussi pas jeter le bébé à l'administration avec l'eau du bain, mais et qu'il y a eu ce qu'il y a eu, et la France est devenue ce qu'est la France. Mais on a l'impression que les mêmes qualités qui faisaient ce que la France est devenue, par des siècles, etc., je veux dire Colbert et compagnie, depuis Louis XIV et même avant, sont devenus des défauts. Qu'est-ce qui a fait que ces signes positifs, et Dieu sait s'ils ont été positifs, se sont transformés depuis, 40 ans, 50 ans, en négatifs ? C'est transformé en négatif parce que nous sommes dans un monde qui est aujourd'hui beaucoup plus complexe, où il y a quand même des révolutions technologiques qui sont importantes, où il y a des rapports entre les Français, les Européens et autres qui se sont développés, où notre jeunesse quand même est beaucoup plus mobile qu'elle ne l'était auparavant. Vous remarquez qu'aujourd'hui, les jeunes, ils restent moins longtemps dans un emploi que ce qui pouvait être auparavant. Mais il n'y a pas eu d'adaptation par rapport à toutes ces évolutions, et au fait aussi que vous avez en plus des normes nationales, maintenant des normes européennes, et que l'Europe, on le voit depuis avant le Covid, et compte tenu de ce qui se passe en Ukraine et des actes terroristes en Israël, on voit bien que tout cela, l'Europe maintenant aussi a influencé fortement notre manière d'être. Mais on ne l'a pas pris en compte, et au niveau politique et au niveau administratif, on surajoute des normes, par exemple françaises, aux normes européennes. Vous voyez nos amis agriculteurs, par exemple, un jour on leur dit qu'ils peuvent prendre tel pesticide, puis 5 mois après, on leur dit qu'ils ne peuvent pas. Puis après, les Français vous disent, non, on ne le fera pas quand même. Comment vous voulez vous y retrouver dans tout ça ? C'est quand même... Oui, c'est les normes européennes sont ajoutées. Alors justement, Jean-Pierre Jouyet, vous avez été un des bâtisseurs, en tout cas, vous avez assisté au passage de l'euro, vous le racontez, oui. Quelques dîners de fin d'année, notamment, oui. Le fameux fin d'année. Bon, vous êtes très sincèrement, aujourd'hui, avec le recul, considérez que l'Europe, le bénéfice-risque a été plutôt bénéfique ou plutôt risqué ?
Non, je crois que c'est bénéfique, mais je crois que l'Europe a besoin d'être réformée. Mais je prends l'euro, c'est une des réformes réussies, et aujourd'hui, par rapport aux craintes que l'on avait, je veux dire, au début du XXIe siècle, en 2000, puisque c'est de là que ça date, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est un élément de stabilité et de sécurité important. Et je ne sais pas si, vous voyez, si on n'avait pas l'euro aujourd'hui, compte tenu de notre niveau de dette, des niveaux de déficit, des niveaux de dépenses publiques que l'on a par rapport à notre richesse nationale, ben, j'aime mieux dire qu'on ne serait pas bien en termes monétaires. Donc ça a été plutôt, enfin pour vous c'est clair. Ouais. Mais est-ce que ces normes européennes, cette espèce de, je veux dire, quand l'Europe intervient, regardez prenons les questions d'immigration, les questions du droit d'asile, etc. Le droit européen aujourd'hui surmonte le droit national. Est-ce que c'est une bonne chose ? Il faut regarder les domaines où cela intervient, parce que vous avez beaucoup de, là aussi c'est pareil, vous avez beaucoup de déclarations européennes, et notamment sur l'immigration, la politique européenne n'est pas quand même, et c'est une litote, la plus forte. Je veux dire, Schengen n'a jamais eu d'administration forte. Là maintenant, on nous dit depuis 1 an, mais tout ça va se renforcer, on va renforcer les contrôles et tout ça. Ouais. Je l'ai déjà vécu, moi, en faisant la présidence française de l'Union européenne en 2008. On avait le même discours. Ça n'a pas il y a 15 ans. Beaucoup évolué, il y a 15 ans. Ouais. Bon, et on est toujours avec le même discours. Après, vous avez raison, c'est que vous avez la Cour de justice européenne et la Cour des droits de l'homme. Et là, puisque maintenant tout le monde fait du contentieux et tout ça pour ne pas retourner dans ses pays d'origine, eh bien là, je crois aussi qu'il y a un problème. Et il faut aussi que ces cours et que la justice européenne évolue. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Esteban, je crois que nous avons des auditeurs. Exactement, nous avons Claude qui nous appelle depuis Perpignan. Bonjour Claude. Oui, bonjour André Berkoff, bonjour Jean-Pierre Jouyet. Voilà, je vous ai écouté depuis le début de votre intervention. Je dois dire que je suis 100% pratiquement d'accord avec ce que j'ai entendu, et je suis sûr que votre livre sera passionnant. Mais ma question porte sur un passé récent. Vous avez été secrétaire d'État de François Fillon, si je me souviens bien, donc vous le connaissiez, et surtout vous deviez connaître le programme qu'il avait proposé en 2017. Or, le battement d'ailes de papillon auquel vous avez été un peu mêlé et qui a contribué au tremblement de terre qui ne lui a pas permis finalement de poursuivre et éventuellement de passer, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu dommage au fond que ce soit Hollande et Macron qui aient succédé à cette hypothèse et à ce programme de François Fillon ? Je veux dire, déjà, j'ai beaucoup de respect pour François Fillon, et j'ai vu qu'on allait reconsidérer son dossier, ce qui me paraît important. Deuxièmement, je veux dire, et François Hollande et Emmanuel Macron ont quand même également fait un certain nombre de réformes. Vous voyez, François Hollande, il a quand même stabilisé ce qui s'est passé en Europe avec la Grèce. Il a été, sur le plan de la politique internationale, un des premiers à voir les menaces qui pesaient sur l'Ukraine et à défendre l'Ukraine. Troisièmement, il a vu tous les risques de Daesh en Afrique subsaharienne, au Mali et tout. Il a pris les interventions nécessaires. Et enfin, en ce qui concerne Emmanuel Macron, vous voyez que la crise du Covid, je veux dire dans l'ensemble, en France, elle a été bien gérée. Donc, et dernier point que je connais, sous François Hollande, vous avez eu une réforme importante à laquelle l'administration n'a pas cru pendant 30 ans, et j'en faisais partie, qui est la retenue à la source, et qui est sans doute une des réformes fiscales les plus simples qui étaient mises en place. Donc vous défendez vos amis. Je défends, je défends et mes amis, et je respecte les personnes que j'ai servies comme François Fillon.
Eh bien, nous avons Guy, je crois. Oui, Guy, qu'on va retrouver dans un instant après cette courte pause. À tout de suite, restez avec nous, Guy. 13h46 dans ce face-à-face, on est toujours avec Jean-Pierre Jouyet et on accueille Guy de Paris au 0826 300 300. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour monsieur André Berkoff, bonjour monsieur André Jouyet. Jean-Pierre. Ouais. Jean-Pierre Jouyet, pardon. Je vous en prie. Oui, j'ai toujours été mon propre patron dans ma vie, chef d'entreprise. J'ai eu dans ma vie à redresser 2 entreprises. Obligation d'utiliser les moyens que l'on possède pour pouvoir travailler, et les entreprises ont été redressées. J'ai 73 ans. Et j'ai toujours œuvré de cette façon auprès de mes clients, etc. J'ai toujours mis en œuvre les moyens que nous avions et la richesse des dons et des charismes. Depuis 50 ans, nous avons eu des présidents qui n'étaient pas à la hauteur pour la gestion d'un pays. La gestion d'un pays n'a nul besoin d'avoir une couleur politique. Je m'explique. Est-ce qu'un chef d'entreprise a besoin d'avoir une couleur politique pour mener à bien son entreprise? Est-ce qu'un père et une mère de famille ont besoin d'avoir une couleur politique pour mener à bien leur famille? Or, la nation est formée de familles et d'entreprises. Et surtout, l'obligation de respecter les entreprises. J'ai appartenu à un syndicat de chefs d'entreprise qui, pendant des années s'est battu contre le ministère des Finances, contre les ministres, pour exiger que les impôts, ces lourdeurs d'impôts, ces taxes énormes, soient enlevées sur les entreprises, pour garder les entreprises. Parce que les entreprises, c'est le travail. Les entreprises, ce sont des chefs d'entreprise qui risquent leur argent, qui investissent, d'accord? Vous avez de l'argent en stock, vous achetez de l'immobilier, vous êtes sûr de pouvoir retomber sur vos pattes. Vous avez des moyens financiers, vous investissez dans une entreprise, vous n'êtes pas sûr de gagner jusqu'au bout. Comprenez-vous? Il n'y a pas eu de respect des entreprises. Ces présidents que nous avons eus, de Giscard jusqu'à maintenant, n'ont pas eu le respect de l'entreprise, n'ont pas été de bons gestionnaires. C'était des financiers, c'était des idéologues, mais pas des gestionnaires. Vous voulez une France gestionnaire, Guy, on l'a bien compris. On va demander à Jean-Pierre Jouyet de vous répondre. Je crois qu'il faut distinguer 2 choses. La politique reste un métier, et un métier difficile. Et c'est quand même un des fondements de la démocratie et des démocraties occidentales. Ce n'est pas que en France où vous avez des personnes qui se consacrent à la politique et qui la font. C'est vraiment des responsabilités publiques qui sont très particulières, avec des débats d'idées ou de lignes directrices qu'il faut donner à un pays. Mais deuxièmement, là je vous comprends, c'est-à-dire que compte tenu de tout ce qui est l'inflation des normes, de l'inflation des taxes, d'ailleurs réduite sur les entreprises, là les politiques ont fait des efforts. L'impôt sur les sociétés a été réduit, Emmanuel Macron l'a fait et tout. Donc vous avez également des réformes qui ont profité aux entreprises. Mais là, vous avez raison, c'est que pour les entreprises, vous avez de plus en plus de personnes dans les entreprises qui sont chargées du fonctionnement et qui sont chargées de voir si les normes sont respectées, si tous les formulaires sont remplis, si vous avez répondu à toutes les administrations, si vous risquez pas un contrôle fiscal et tout ça. Donc, c'est pas seulement l'État qui est régi par les dépenses de fonctionnement, c'est toute l'économie. Et c'est en cela qu'il faut réformer profondément notre système, parce que ça touche effectivement et l'économie et les entreprises qui dépensent elles aussi davantage en fonctionnement qu'en investissement ou en production. C'est vrai que non, mais c'est d'ailleurs ce que disait notre auditeur, c'est tout le problème, c'est allez, je veux dire, parce qu'Antigone et Créon, si on considère que les gens, c'est que effectivement il y a deux domaines régaliens, vous savez, qui ne sont pas. L'entreprise est faite pour faire du profit. Mais sinon elle est. L'État, il y a des domaines où c'est peut-être pas le profit qui devrait tomber, c'est là où l'hospitalisation et la santé, qui ne devrait pas être un équivalent de profit. Tout le monde a droit à la santé. C'est tout le problème de l'équilibre des services publics, entre des services publics. Mais est-ce que vous ne croyez pas quand même, Jean-Pierre, je vous pose la question, vous êtes un homme libre et vous regardez tout cela. Est-ce que franchement, il faut garder, mais je vous pose la question, j'ai pas lu, la garantie de l'emploi pour tout ce qui est fonction publique par rapport, est-ce qu'il n'y a pas cette espèce de
de France, mais elle existe depuis toujours, mais je crois qu'il faut se poser la question, garantie de l'emploi. Bah, certains métiers, on dit c'est garantie de l'emploi, parce que justement, ils peuvent être corrompus, d'intérêt, mais, conflit d'intérêt, etc. Mais on sait le pantouflage. Comment on peut faire pour empêcher que ces deux mondes ne se réfractent pour le mauvais plutôt que pour le bien? Alors, c'est une vraie question et fondamentale, parce que vous ne réformez pas ou vous ne diminuez pas les effectifs de l'État, où vous ne les faites pas bouger entre des administrations qui en auraient besoin aujourd'hui, type la santé, l'éducation nationale. Vous avez peu de fonctionnaires des finances qui vont à la santé ou à l'éducation nationale. Bon, parce que vous avez deux sujets. Un, vous avez le problème du statut, effectivement, et donc emploi à vie. Et par conséquent, là aussi, les responsables politiques et les ministres ne veulent pas réduire tous leurs effectifs, sauf peut-être à Bercy, qui est le seul ministère à les avoir réduits, parce que vous touchez effectivement au statut. Et ça. Deuxième point, je pense qu'il devrait y avoir une évolution en recrutant davantage de contractuels. Et ce que l'on observe aujourd'hui, mais à un rythme trop modéré, c'est que l'on recrute des contractuels. Et on doit aller dans ce sens-là. On accueille Philippe qui nous appelle depuis Caen. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Philippe ? Oui, bonjour André. Oui, bonjour Monsieur Juillet. Bon, je suis pas très content. Moi, je vais pousser un petit coup de gueule, mais gentillet. Moi, je dirais que on a un État pléthorique et vraiment qui est pas à la hauteur. On n'a pas des hommes d'État avec ce profil-là. Alors, je ferai référence, mais excusez-moi, Monsieur Juillet, je ferai référence à un livre que j'invite vos éditeurs à parcourir, qui est Mafia d'État de Vincent Jauvert. Vous avez 40% actuellement des entreprises du CAC 40 et qui sont managées par des fonctionnaires d'État. Vous avez des passages obligés dans les cabinets ministériels où, après un certain temps, où ces gens-là passent dans le privé, repartent avec leur bouc, et vont servir les intérêts qui ne sont pas les intérêts de l'État. Moi aussi, il y a un gros problème. Là, le livre de Charles Pratt, notamment quand il était audité, je vous rappelle quand même que c'est entre 40 et 50 millions de fraudes sociales et fiscales qui posent problème à la France. Milliards. D'après Charles Pratt. Oui. Et on voit que des gens, des fonctionnaires qui sont à la tête de la caisse d'assurance maladie notamment, qui sont issus du sérail de la fonction publique, ne se déplacent pas et n'y vont pas. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils doivent rendre compte. Alors, Monsieur Juillet, je vais vous dire une chose. Les Français n'en veulent plus de ce système. Et cette mafia d'État, je dirais, dans laquelle vous avez côtoyé ce milieu-là, n'est plus à la hauteur. Alors la politique, je vous reprendrai juste sur une petite chose, la politique n'est pas un métier, mais une vocation. Philippe, alors, Jean-Pierre Jouyet. Alors, je vois que monsieur comme moi entend ce qui se dit et ce qui se passe en Normandie, où je vais souvent, donc ça je comprends parce que je l'entends. Et ce qui est vrai, c'est que on a l'impression que les Français ont le sentiment qu'ils n'ont pas accès à tous les services publics qu'ils doivent payer et que ça reste difficile pour eux. Et le point que je veux souligner, c'est qu'il est vrai que vous avez trop de responsables politiques. Je prends l'exemple actuel, vous avez plus de 40 ministres dans un gouvernement, dans ce gouvernement. Donc, plus de 40 ministres, ça fait un peu beaucoup parce qu'ils ne peuvent pas être identifiés par les Français. Et les Français ne savent pas quel responsable ou quel ministre se pose. Au début de notre entretien sur le squatteur et le propriétaire et le locataire, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est un problème fondamental, le logement. Vous n'avez pas ministre de temps plein qui s'occupe du logement dans ce pays. Mais juste un mot, Jean-Pierre Jouyet, par rapport à ce que disait Philippe. Est-ce qu'on n'a pas un problème, mais encore une fois, il n'est pas nouveau, il n'y a pas incriminé X ou Y, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas un problème
qui s'appelle Le pantouflage et le capitalisme de connivence. On n'a pas une heure, on a hélas une minute, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, à un moment donné, encore une fois, qui n'est pas d'ailleurs l'apanage français, mais cette espèce de circulation comme ça, qui quelquefois prend une tournure, allez, c'est les copains, on va s'occuper de ce que Poniatowski appelait les copains et les coquins. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un entre-soi politico-économique et financier qui existe. C'est-à-dire que les grands responsables d'entreprise, les responsables financiers et tout, ont accès au président, ont accès au ministre de l'économie, ont accès, se connaissent bien et peuvent faire valoir leurs difficultés, leurs intérêts, oui, mais tout en étant tout ça est respecté. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Et deuxièmement, ce qui est important aussi, c'est que le fait que vous alliez du public dans le privé ou du privé dans le public, ce qui est plus difficile, bon, normalement, c'est pas une mauvaise chose. Ça existe dans d'autres pays parce que c'est une collaboration, justement, entre secteur public et secteur privé. Mais le problème, c'est l'entre-soi central entre les mondes financiers, économiques et politiques. C'est ça. Il ne faut pas les minimes de Velasquez. En tout cas, je ne sais pas si c'est bien nécessaire, monsieur le ministre, mais votre livre l'est, Jean-Pierre Jouy. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre Jouy d'avoir été avec nous. On rappelle ce livre. Est-ce bien nécessaire, monsieur le ministre? C'est chez Albin Michel.